nouveau gouvernement de la République est réuni en ce moment en Conseil des ministres, le tout premier de la Ve République. Le président a annoncé un projet ambitieux qui vise à mettre fin au stress hydrique, à la crise énergétique que connaît le pays, mais aussi et surtout à un développement infrastructurel tout azimut. Madame, Monsieur, bienvenue dans le débat de 12-15. Le thème de cette émission est « Mobiliser les ressources pour bâtir ». Et pour en débattre, je reçois Monsieur Jean-Félix Njonjom Ondo. Il est expert international, gestionnaire et économiste des transports. Monsieur, bonjour. Bonjour, monsieur. Et bienvenue sur ce plateau de Gabon 24. C'est moi qui vous remercie. À vos côtés, monsieur Assoumou Patrice Herman, qui est également expert économiste. Monsieur, bonjour. Bonjour. Bienvenue également sur ce plateau de Gabon 24. Merci. Alors, dites-nous d'entrée de jeu, que signifie concrètement mobiliser des ressources dans le contexte d'un projet public? Je vais aller droit à un travail faramineux qui avait été fait par le ministère de la Prospective, qui a élaboré la stratégie, en fait, qui vient booster l'économie du pays. Cette stratégie, dans cette stratégie, ils ont diagnostiqué les faiblesses qui risquent de nuire, en fait, au développement économique. Et c'est sur ces faiblesses qu'ils ont fondé les projets. D'accord. Et c'est quand ils ont évalué, à un moment, vous allez trouver un certain nombre de projets déjà existants qui sont en train d'être soutenus par les finances publiques qu'on appelle fonds propres, d'autres qui sont financés par certains bailleurs de fonds. Et vous allez entendre, on me dit aussi qu'il n'y a pas de ressources à un certain niveau. C'est cette partie où il n'y a pas de ressources, où il faut trouver des ressources tout azimut pour booster la partie qui reste à construire, la partie qui reste à réaliser. C'est à ce moment qu'on parle de mobiliser les ressources. Et mobiliser les ressources, c'est comme si on va à la pêche pour trouver la meilleure façon de capter ce qu'on doit avoir comme finance, à la limite, pour réaliser tous les travaux qu'on a pour les projets qu'on a choisis prioritairement, en fait. Monsieur Patrice Herman Assoumou, oui. Pourquoi les partenariats sont-ils devenus indispensables pour le développement aujourd'hui? Alors, les partenariats sont devenus indispensables pour la simple raison que l'on n'est jamais autosuffisant. Donc, M. Ezozono parlait de mobilisation des ressources. Donc, ces ressources-là, on va d'abord puiser dans nos fonds propres pour voir ce que l'on a. Et en général, dans les ressources, on va se baser sur tout ce qu'on a comme recette fiscale, principale, qui constitue en fait l'une des principales ressources. Et par la suite, on a obligé d'avoir recours à des partenaires, à des bailleurs de fonds pour venir combler le gap que l'on a pour que le budget que l'on a prévu en termes de ressources, il est de près de 2900, on va dire comme ça, 2900 milliards. Donc pour venir combler en fait ce gap-là, pour permettre en fait au nouveau président de la République et à son gouvernement de réaliser le projet de société pour lequel il a été élu. Et dans ce cas de figure, quels sont les financements les plus sollicités, en règle générale? Alors, les financements les plus sollicités sont, on va dire, c'est tout type de financement, hein. On va dire, là, je voudrais plutôt orienter vers quelles sont peut-être les sources de financement qui sont les plus sollicitées. Alors, les sources de financement qui sont les plus sollicitées, qui sont les plus utilisées par l'État, c'est le recours aux marchés internationaux, les marchés financiers internationaux. L'État va d'abord recourir à la sous-région, donc au marché, aux bailleurs de fonds que l'on retrouve dans la zone CEMAC. Ça peut être, en fait, ils vont soit émettre des obligations, des titres, et il est également possible qu'ils aient recours directement, on va dire, à des financements classiques, tels des crédits classiques comme ceux que vous trouvez en banque. Donc voilà globalement les deux types de financement auxquels... Et pour y arriver, il faut quand même qu'il y ait une certaine confiance, que le Gabon garantisse une certaine confiance vis-à-vis de ses partenaires internationaux. Exactement, c'est la raison pour laquelle, si vous regardez un tout petit peu l'actualité, vous allez voir que par moment, le Gabon a eu du mal à lever des fonds. Et ça correspondait à des moments où la notation du Gabon n'était pas bonne. Donc lorsqu'on perdait en fait en termes d'image,
en termes de qualité de signature. Et c'est la raison pour laquelle, oui, il faut afficher une bonne image parce qu'on est coté, on a des notations, des agences de notation internationales qui donnent l'image, un peu la santé économique du Gabon, du pays. Et lorsque la notation est bonne, ben, ça attire les bailleurs de fonds. C'est ce que les bailleurs de fonds regardent, en fait, qu'on principal indicateur. Monsieur Ondjoujou Mondo, est-ce que la nomination d'un homme comme Monsieur Henri-Claude Ohima à la tête du ministère de l'économie, qui a été jumelé en ministère de l'économie et du budget, de la dette et de la lutte contre la vie chère, est un signal lancé aux bailleurs de fonds qui peut rassurer? Je crois que M. Ohima étant un financier avéré, qui a une expertise et une très grande expérience, il a plus de 30 ans d'expérience au niveau banquier. Et c'est de l'aubaine. En fait, c'est une acquisition que l'État vient de faire pour renflouer, renforcer avec performance le ministère en charge de l'économie. C'est l'homme qu'il faut, à la place qu'il faut. Monsieur Patrice, vous partagez ce point de vue. Henri-Claude Ohima, à la tête argentier de l'État, peut faciliter les négociations avec les bailleurs de fonds? Oui, parce que c'est son métier. Il a ça dans le sang, c'est dans son ADN en fait, dans son ADN professionnel. Il est très expérimenté, très bonne connaissance du milieu de la finance, très bon négociateur, un très bon visionnaire, je le dis pour avoir travaillé à ses côtés, donc très bon visionnaire. C'est un véritable bâtisseur. Ben pourquoi? Parce que on a vu comment il a transformé sa banque, hein, comment est-ce que c'est parti d'une simple banque là, au bord de mer, et comment est-ce que c'est devenu un empire international. Donc oui, je pense que c'est un bon choix qui a été fait et que c'est une bonne caution, une bonne garantie pour les bailleurs de fonds que de savoir que il y a quelqu'un d'expérimenté, de bien expérimenté, qui a fait ses preuves, hein, de savoir que les clés de la finance ont été confiées à cet homme-là. Parce qu'il faut voir que les bailleurs de fonds accordent une importance très très importante à la gouvernance. Vous allez voir qu'en général, tous les rapports du FMI, dans tous les rapports, vous allez toujours voir des recommandations qui sont faites sur la gouvernance. Et justement, au-delà d'Henri-Claude Ohima, il y a également M. Hugues-Alexandre Barrot-Chambrier, qui est vice-président du gouvernement, lui également, qui est passé par le FMI et qui est professeur d'économie. Ce sont des signaux lancés véritablement envers les bailleurs de fonds. C'est ce qu'on voulait, en fait, on l'a souvent dit, qu'on veut sur un poste l'homme qu'il faut, à la place qu'il faut. Sans commentaire, ces deux personnalités reflètent exactement ce qui est attendu comme responsable des secteurs en question. Alors, à nuancer quand même, parce qu'on peut avoir toutes les bonnes intentions, on sait que les hommes sont toujours influencés par les milieux dans lesquels ils évoluent. Et donc, vous avez eu des personnes qui étaient habituées à évoluer dans un environnement privé, d'accord? C'est un environnement qui est particulier, avec des méthodes de travail particulières. Alors, lorsqu'ils arrivent dans un environnement qui est celui du public, donc c'est un environnement totalement particulier. À partir de ce moment, il va falloir faire preuve de résilience pour justement pas imposer. C'est là où je voulais poser ma question. Comment garantir des partenariats équitables et bénéfiques pour les populations locales? Alors, garantir les partenariats équitables pour les populations locales, c'est simplement suivre le schéma directeur qui est arrêté par le chef de l'État et après décliné à travers les différentes fonctions ministérielles. Et c'est rester fidèle à cela et lever les fonds quand il faut les lever, les utiliser pour la raison pour laquelle ils ont été levés et investir dans les domaines prioritaires. Alors, Monsieur Ondjoujou Mondo, le cadre juridique actuel est-il favorable à la mobilisation de fonds et à la création de partenariats solides? Je pense que le Gabon vient de traverser la transition et est revenu à la situation de normalité. Et on a vu comment toutes les institutions ou bien tous les pays qui attendaient effectivement que le Gabon quitte la transition sont ravis et donnent au Gabon le quitus qui lui permet effectivement de reprendre à acquérir des ressources sous forme de ressources financières pour construire les projets. Très bien. Et donc, M. Patrice Herman Assoumou, je me tourne un peu de votre côté. Quelles sont les structures qui doivent assurer une gestion transparente des ressources mobilisées? Les structures qui doivent assurer une gestion transparente, c'est d'abord le gouvernement.
Ça commence par là, c'est eux-mêmes. Parce que pour lever un financement, ça passe en fait par des niveaux de validation. Alors, lorsque les financements sont levés, comme je le disais précédemment, il faudrait qu'ils soient alloués pour les dépenses d'investissement ou de fonctionnement pour lesquels ils ont été accordés. Mais après, derrière, il y a toute une chaîne de vérification. Il faut que les chaînes de vérification qui sont mises en place, le contrôle budgétaire, par exemple, et toutes les autres chaînes sous-jacentes, il faut qu'ils s'assurent justement que les ressources sont allouées dans les postes budgétaires, sont affectées dans les lignes budgétaires adéquates. Monsieur je vous vois, vous voulez réagir? Oui, je réagis et j'ajoute qu'il faut regarder en amont si les projets sont viables, si les projets sont rentables économiquement. Ce sont des données qui sont des conditions au niveau de certaines banques, telles que la Banque africaine de développement. Et lorsque le Gabon a déjà mis des projets à part pour dire que ce sont des projets prioritaires, nous estimons qu'ils ont déjà vérifié qu'économiquement, ces projets sont rentables. Justement, pour vous qui avez travaillé également sur certains projets importants, d'ailleurs du côté de la Guinée équatoriale, suffit-il seulement de mobiliser suffisamment de ressources pour pouvoir atteindre les objectifs, pour pouvoir construire le pays? Il a parlé de gouvernance. J'avoue que lorsque le projet est bien géré, les domaines dont on parle sur les résultats dans les études de projet, on connaît les résultats. Un bon gestionnaire... On connaît les résultats attendus. Les résultats attendus, c'est la limite où on doit aller. Si on sait gérer, on atteint forcément les résultats. Je peux revenir au niveau du Gabon. C'est moi qui étais l'ingénieur de construction des routes Fougamou-Mouila, Dendé-les-Bamba et la Léoula-Souville. On savait là où on allait, combien on allait dépenser. Et quand on gère bien, on fait même des économies. Les 3 routes Fougamou-Mouila, Dendé-les-Bamba, la Léoula-Souville devaient coûter 300 milliards. On a fait 10 milliards d'économies pour arriver à 290 milliards. À la fin, c'est moi qui ai fait les rapports d'achèvement de ces projets-là. Donc, un vrai projet qui est bien géré, c'est là où il va et ce qu'il doit atteindre comme résultat. J'entends bien ce que vous dites. Oui, c'est pour enchérir, oui, la mobilisation des ressources, c'est également la transparence. C'est la transparence dans la gestion, ce qui permet de réaliser des économies. Et ces économies, donc mobiliser les ressources, c'est également réaliser des économies. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut identifier des segments où on peut avoir des poches d'économies et tout le monde parle de la réduction du train de vie de l'État. Ça, c'est un impératif, oui. Réduire le train de vie de l'État revient également à mobiliser de la ressource. Oui, réduire le train de vie de l'État, effectivement, mais quand on regarde un peu les habitudes de nos fonctionnaires dans les régies financières, on ne veut pas leur jeter la pierre, mais ce sont des gens qui ont quand même jusqu'à présent été bien traités. Est-ce que la rationalisation aussi de ces ressources pourrait les inquiéter? Oui, je viens de terminer la réalisation du projet de référentiel des prix, des projets, par exemple, du secteur des infrastructures de transport. Lorsqu'on a des référentiels de prix, lorsqu'on a des marchés qu'on doit évaluer et approuver, il y a tout un ensemble d'éléments qu'il faut approuver en amont qui facilitent le choix de l'adjudicataire. L'administration qui gère le projet et le bailleur de fonds qui a approuvé le prêt regarde des facteurs qui sont déjà figés. Ils savent là où on va. Quand il y a des décalages, on sait que ça ne va pas. C'est le respect des règles et des procédures. Et parfois, on a même ce qu'on appelle la logistique sur la procédure, les procédures des marchés, qui fait à ce que lorsqu'on les respecte à la lettre, il est difficile de détourner. Il y a aussi cet aspect où il faut sécuriser ces ressources. Et quand on les sécurise, sans attendre qu'il y ait des catastrophes pour qu'on les prenne pour aller faire autre chose de ces ressources, on garde le cap de ce qui a été prévu dans les accords de financement. On atteint forcément ce qu'on veut comme objectif. En gardant le cap sur la protection, effectivement, de ces ressources-là. Monsieur Assoumou, est-ce que le respect des règles constitue justement le moyen de pouvoir lutter contre certains fléaux qui ont toujours été reprochés à l'administration publique? Bien sûr, le respect des procédures est un garant d'efficacité. Les procédures sont établies pour qu'elles soient respectées et les procédures sont établies pour que les risques, parmi lesquels le risque de corruption, soient justement maîtrisés. Donc oui, les procédures permettent de limiter la gangrène de la corruption.
Alors, une autre question. Dans la mobilisation des ressources, pour le développement des infrastructures, est-ce que la diaspora également pourrait jouer un rôle? Ah oui, et lequel? Très bien. Et là, je fais un petit clin d'œil à la diaspora. Un petit clin d'œil, pourquoi? Parce que la diaspora, en fait, des retours que l'on a, d'accord, oui, la diaspora, on a besoin que la diaspora puisse venir. Regardez un peu les autres diasporas. Vous allez voir, par exemple, qu'au Maroc, la diaspora a un rôle très important. Pourquoi? Parce qu'ils sont installés au Maroc, ils rapatrient énormément de devises. C'est ce qui se passe également chez nous. Simplement, regardez chez nous. Vous allez voir que du 25 au 5, les banques sont pleines, le marché est plein, l'activité est pleine. Vous allez remarquer qu'à partir du 6, il n'y a plus d'activité. Mais pourquoi il n'y a plus d'activité? Parce que l'argent est parti, l'argent a disparu. L'argent est parti où? L'argent est sorti du pays. Donc les diasporas, son rôle en fait, c'est justement de, à leur niveau, mobiliser les ressources par les différentes activités qu'ils ont, rapatrier justement leurs ressources au niveau du Gabon, pour qu'au Gabon, en fait, on puisse avoir justement ces poches de trésorerie. Et c'est très important, pourquoi? Ça va plus loin, la mobilisation des ressources. La mobilisation des ressources va également dans la mise en place d'un dispositif permettant de limiter l'hémorragie, je rappelle ça comme ça, l'hémorragie monétaire, en fait, qu'on a au Gabon. Là. Vous allez voir, c'est quoi l'hémorragie monétaire? Comme tout à l'heure, je vous disais... La sortie, tous exactement, tous azimuts. Voilà. Donc, et comme je disais une fois sur un plateau ici, je disais, mais, à des situations exceptionnelles, il faut des mesures fortes. Vous allez voir que dans certains pays, lorsque vous avez des publicités des entreprises qui font le transfert d'argent, on va vous dire c'est le seul moyen de recevoir de l'argent, et donc l'argent qui ne sort pas. Donc oui, la diaspora a un rôle très important. En termes de mobilisation des ressources, ils doivent également, ça le chef de l'État l'a répété, amener des investisseurs. Parce que lorsqu'on amène les investisseurs viennent avec des ressources, avec des capitaux. Donc et ce sont ces capitaux-là, ces capitaux des flux financiers, ces capitaux-là qui vont permettre également de réaliser des projets et entrer dans une forme de partenariat avec l'État souvent, des partenariats qui peuvent en fait aller dans le cadre des concessions. Et ça allège en fait un tout petit peu les dépenses que l'État doit, les efforts que l'État doit faire en termes de mobilisation de ressources. Il y a également un sujet important lié par exemple aux entreprises extractives qui font dans l'extraction des matières premières, notamment celles qui font dans le pétrole et qui doivent rapatrier des fonds liés justement à la réhabilitation des puits. C'est là également des niches qui pourraient permettre de mobiliser des ressources importantes pour l'État? Oui, c'est des niches. Mais après, sans vous le cacher, ces grosses entreprises, pas seulement celles qui sont dans le secteur minier, mais toutes les entreprises, on va dire, qui sont exportatrices, si on mettait des véritables dispositifs pour s'assurer que les ressources sont rapatriées réellement, écoutez, je pense que ce serait des sources de mobilisation de ressources supplémentaires. Parce qu'en fait, et là, je voudrais en venir pour dire que il faudrait vraiment cerner le cas des activités de ces entreprises-là, d'accord? Alors, vous allez voir que le plus souvent, elles sont organisées. Vous allez en voir une ici, et vous allez voir une autre qui va être créée, une filiale qui va être créée quelque part dans un coin du monde, et qui, elle, va jouer le rôle d'agent commercial. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ici, elle produit, elle va vendre à celle qui est à l'étranger, et celle qui est à l'étranger va faire quoi? Celle qui est à l'étranger va vendre maintenant sur le marché, sur les marchés internationaux. Oui. Et maintenant, au moment de rapatrier les devises, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va rapatrier le plus souvent uniquement les devises qui correspondent aux dépenses de fonctionnement. Bon. Et là, je pense que là également, il y a beaucoup à faire en termes de contrôle. Il y a beaucoup à faire, M. Njomo. Comment arriver justement à entrer en négociation et permettre à ces entreprises, les amener justement à rapatrier des devises qu'elles devraient rapatrier dans le pays? Je crois que c'est l'État qui doit mettre en place tous les systèmes qui facilitent ce transfert. Ça dépend des stratégies que l'État a mis en place. Par contre, je voulais ajouter toujours dans la facilitation des échanges, notamment dans les acquisitions de marchés publics, par rapport à nos frères qui sont dans la diaspora, ils ont des compétences et des performances, par exemple au niveau de la numérisation du système de passation des marchés. Cet aspect, ces outils, ils peuvent aussi venir et renforcer les ressources humaines au niveau du Gabon. Je voulais simplement ajouter cet aspect. Oui, en extractant le numérique. Il y a également la finance verte. La finance verte, exactement. Également, elle peut être un moyen de mobiliser de nouvelles ressources. Et comment, selon vous? Il y a des dons. J'avoue qu'il y a des dons. Il y a, par exemple, au niveau de la vente du carbone, tous les échanges qui se passent au niveau de ces systèmes rapportent assez d'argent au niveau du Gabon. Et des dons qu'on donne, et que les pays donateurs fournissent au Gabon, sont aussi des ressources
qui permettent aussi... Véritablement, hein, toute la charge en matière de négociation que les représentants gabonais devront pouvoir mener aussi face à ces négociateurs internationaux. Oui, totalement. Et pour continuer dans le même sens, lui, il y a des poches, il y a à creuser, il y a de la matière. Hein, lorsqu'on parle d'économie verte. Heureusement, maintenant pour construire cette économie verte, il faudrait d'abord que le cadre légal, il faudrait un cadre légal, institutionnel qui encadre tout ça. C'est encore un tout petit peu embryonnaire, mais il y a des choses qui sont faites déjà. Il y a une direction qui a été créée il n'y a pas très longtemps. Je crois que la directrice, c'est Madame Cyrielle Sindé, justement, qui a pour objectif de développer l'économie verte à travers la commercialisation des crédits carbone. Et il y a une nouvelle taxe, justement, qui a été mise en place dans le secteur de l'aéronautique. Et dans une de ses interventions dernièrement, assistant à un séminaire il n'y a pas très longtemps, elle disait justement que là, elle va procéder à la phase de facturation et de recouvrement de ce que les entreprises devraient payer. Mais bon, après, il y a des effets collatéraux, hein. Je suis sûr que les entreprises vont répercuter cette taxe-là sur les prix des billets. Et tout à l'heure, M. Tsoumo disait en fait que par rapport au rapatriement des devises, il disait que l'État doit jouer son rôle. L'État a mis en place un dispositif déjà. Il y a un règlement au niveau de la CEMAC. Il y a un règlement qui existe, qui exige à ce que les entreprises puissent déclarer toutes les exportations qu'elles font. Et une fois elles ont déclaré, on attend maintenant que tout ce qui a été déclaré comme exportation soit rapatrié. Malheureusement, les entreprises ne jouent pas le rôle. Et aussi beaucoup compter sur la fiscalité. Vous avez parlé, monsieur Assoumou, vous avez parlé de la fiscalité au début. Oui. C'est très important. Oui. Au niveau des impôts. Monsieur, il nous reste beaucoup de temps. Vraiment, avant de nous quitter, plusieurs mécanismes doivent pouvoir permettre donc de mobiliser au maximum les ressources. Mais une fois ces ressources mobilisées, quels sont les secteurs prioritaires aujourd'hui qui méritent des financements? Moi, en tant que sectoriel des transports, la route et les chines et l'économie. On ne peut pas commencer un projet d'agriculture quelque part si on n'a pas fait la route. Dans la priorité, la route est principalement la priorité des priorités. C'est tout ce que je peux dire. La route pour vous, M. Tsoumo, et M. Assoumou. Donc, la route et l'énergie. Voilà. Parce qu'il faut produire, si on veut attirer les investisseurs, il faut qu'ils aient accès à l'énergie et il ne faut pas l'énergie fossile. Hein. Voilà, donc il faudrait qu'ils aient accès à l'énergie. Voilà, donc, et après, il faut développer toute forme d'énergie aujourd'hui. Donc, il faut les énergies renouvelables. Et pour embrayer, donc oui, la route et l'énergie, c'est ce qui va permettre davantage à l'État de mobiliser les ressources. Pourquoi? Parce que les entreprises vont pouvoir créer de la richesse. Elles vont pouvoir produire. Et en créant de la richesse, elles vont payer les impôts. En payant leurs impôts, elles vont également, en créant de la richesse, elles vont également embaucher, créer de l'emploi. Et en créant de l'emploi, réduire le chômage, qui eux également vont contribuer des jeunes. À générer des ressources pour l'État. Réduire le coût de la vie. Oui, réduire le coût de la vie et puis alléger également les ménages. Les ménages, c'est juste le président a annoncé l'obligation qui pourrait être faite aux industriels de pouvoir produire eux-mêmes leur énergie. Voilà, une mesure qui devrait pouvoir rester. Qu'en pensez-vous? C'est pas rentable pour le pays. Non pas seulement pour le pays, mais pour les entreprises également. Je vous promets que oui, pour une industrie, demander à une industrie de produire même l'énergie, ça voudrait dire quoi? Ça veut dire qu'elle doit acheter des groupes électrogènes lorsque la SCG n'arrive pas à fournir l'énergie. Et ça fait des dépenses supplémentaires. Et la facture énergétique fait en sorte qu'on peut souvent se retrouver... D'ailleurs, on l'a eu. Vous savez, lorsqu'on a eu des pénuries de carburant, j'étais directeur financier quelque part dans une industrie. Lorsqu'on avait eu des pénuries de carburant, ce qui se passait, c'est qu'on avait les charges d'exploitation qui augmentaient de près de 40%. Et si ça augmente, vous n'êtes plus compétitif sur le marché. Ne devrait pas finalement mettre aussi ces industries à contribution pour résoudre cette problématique liée à l'énergie? Bon, peut-être mettre à contribution, oui, certainement. Mettre en contribution, on pourrait mettre en place, si vous voulez que les entreprises puissent produire elles-mêmes de l'énergie, allons-y vers l'énergie verte, d'accord? Allons-y vers des éoliennes, d'accord? Allons-y vers des centrales solaires. Et mettons en place, en fait, des dispositifs d'incitation. Ça veut dire, mettons, des mesures d'allègement douanier, allègement fiscal,
allègements fiscaux, on va dire comme ça. Donc des facilitations. Des facilitations, voilà, donc pour promouvoir cette forme d'énergie. On facilite d'un côté et ça permet aux entreprises de pouvoir être regrouper un peu de leur contributrices de l'autre. Oui. Voilà. Donc une façon également de mobiliser des ressources, c'est vraiment analyser, passer au peigne fin, tout ce qui est fait comme support aux importations de denrées alimentaires. Hein, d'accord, je vais parler de tout ce qui est subvention. Voilà, donc ces subventions-là, c'est les passer au peigne fin, de sorte à les transformer en vecteurs de création de richesse ici en local. Pourquoi? Parce que lorsque vous subventionnez les produits alimentaires, par exemple, celui que vous soutenez, c'est l'agriculteur, c'est le producteur qui se trouve au Brésil, qui se trouve en France, en Allemagne ou ainsi de suite. Donc voilà également, il y a tellement de niches en parlant de mobilisation de ressources. Merci infiniment, monsieur. Merci d'avoir été de nôtres aujourd'hui dans ce débat du 12-15 qui est déjà arrivé à son terme. Je rappelle que nous discutions du thème « Mobiliser les ressources pour bâtir ». Et pour en débattre, je recevais monsieur Jean-Félix Nzozomo Ondo. Vous êtes expert international, gestionnaire et économiste des transports. Et à vos côtés, monsieur Patrice Herman Assoumon. Vous êtes expert économiste. Le débat du 12-15, c'est déjà la fin. Mais restez sur nos chaînes. L'actualité se poursuit sur Gabon 24.